Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais donc vous parler du mythe d'Œdipe et vous expliquer en fait en quoi Freud a totalement détourné cette mythologie pour renforcer son idéologie pédophile, faut être clair, hein, et, euh, et en fait resituer donc ce mythe dans la vision traditionnelle et d'y voir en fait tous les questionnements, toutes les clés qu'on peut y trouver. Je vais rester uniquement sur notamment la conséquence, hein. Mais voilà, c'est un mythe qui est vraiment très intéressant à étudier. Je pourrais y passer des heures, mais je vais rester très succinct et de voir en fait les conséquences que ça a donné à l'heure actuelle. Donc là, je vais vous lire un résumé du mythe d'Œdipe, voilà, pour que vous ayez en fait les repères. Donc Œdipe, il est le fils de Laïos, lui-même fils de Labdacos, ancêtre de la lignée maudite de Labdacide, auquel il donne son nom, et de Jocaste, fille de Ménécée. Laïos et Jocaste sont rois et reines de Thèbes. Ils décident un jour d'aller consulter la Pythie, oracle d'Apollon, qui leur dit que s'ils ont un fils, celui-ci tuera son père et épousera sa mère. Lorsque ce fils tant redouté naît, Laïos et Jocaste demandent à un serviteur d'attacher les pièces de leur fils et de l'abandonner sur le mont Cithéron. Des bergers passent par là, détachent l'enfant et le conduisent à Polybe, roi de Corinthe, qui l'élèvera comme son fils et lui donna comme nom Œdipe, qui signifie celui qui a les pieds enflés. Plus tard, Œdipe va consulter la Pythie qui lui apprend la malédiction dont il est victime. Il décide alors de fuir sa famille et quitte Corinthe. Sur son chemin, il rencontre un vieillard qui l'empêche de passer, il se querelle avec et le tue. En arrivant à Thèbes, Œdipe se trouve au Sphinx qui pose des énigmes aux passants et dévore ceux qui ne savent pas répondre. Il répond correctement à l'énigme du monstre et ainsi débarrasse le pays du Sphinx. Pour le remercier, les habitants le font roi de Thèbes. Et il épouse la reine Jocaste, qui est veuve, comme l'avait prédit Pythie. Œdipe a tué son père et a épousé sa mère, mais il l'ignore. Un jour, la peste survient et contamine Thèbes. La Pythie annonce alors que la maladie persistera tant que le meurtrier de Laïos ne sera pas dénoncé. Œdipe lance alors des recherches afin de retrouver le coupable. Mais peu à peu, il découvre le secret de sa naissance et c'est lui qui a tué Laïos, son père. Jocaste finit aussi par apprendre cette terrible nouvelle et désespéré se pend. Œdipe, lui, se crève les yeux. Il est chassé de Thèbes, guidé par sa fille Antigone. Voilà le mythe d'Œdipe. Donc en fait, Freud, dans le mythe d'Œdipe, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un homme qui a tué son père et qui finit par se marier avec sa mère. Et là, bim badaboum, il a percé le mystère de la psyché. On a tous un inconscient. Voilà. Et à partir de ça, il va du coup tartiner pour nous expliquer la psyché humaine. Voilà la vision de Freud. Et ça sera ensuite, on va dire, complété avec ses confrères. Moi, je vais juste revenir sur la notion d'inconscient. En fait, lorsqu'on dit inconscient, c'est très compliqué d'aller chercher parce que c'est inconscient. Donc, eux auraient les clés pour aller sonder tout ça, mais pas nous. On a tous une âme, on a tous une psyché, mais en fait, on est tous incapables d'analyser. Donc, au niveau de l'inconscient, je vais juste donner une petite note à ce niveau-là, c'est que c'est pas qu'on est inconscient, c'est on n'a pas pris conscience. C'est pas pareil. On nous dit que la vérité est là, mais on se ment à nous-mêmes. On est dans le déni. On ferme les yeux. On se raconte des histoires. Mais en fait, tout est déjà là. C'est qu'on va prendre conscience au fur et à mesure avec les éléments qui vont venir. Pour arriver à une analyse, pour arriver à une conclusion, il y a eu tout un cheminement. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain.
Et c'est en fait une des grosses différences entre la vision traditionnelle et celle-ci. C'est que dans la vision traditionnelle, il est dit par exemple que Dieu est présent, mais c'est nous qui nous éloignons. Il y a toujours en fait cette notion que tout est déjà là. Mais qu'en fait, étant donné qu'on est dans l'ignorance, qu'on est dans l'apprentissage, dans l'expérience, c'est au fur et à mesure en fait de chacun de nous où effectivement on va pouvoir conscientiser, prendre conscience. Donc déjà là, on a un détournement de Freud. Voilà. Donc je vais continuer la vidéo avec mon analyse sur le complexe d'Oedipe et qui reste que partielle, hein, parce que je ne peux pas faire une vidéo d'1 h 30, mais il y a tellement de choses à dire. Et puis, voilà. Voilà. Quand je lis l'histoire du mythe d'Oedipe, parce que c'est pas une histoire, c'est un mythe, et tout mythe, en fait, est chargé de symboles, est chargé de messages, de choses profondes, en fait, et on y retrouve souvent, on va dire, des principes, et des principes cosmiques, divins, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a déjà la notion, en fait, de la filiation. Et en fait, cette histoire-là tourne beaucoup dans cette notion de filiation et de la sacralité du sang, avec cet interdit d'inceste. Parce que l'interdit d'inceste, on va dire, c'est pas l'homme qui l'a inventé, c'est une notion divine qui est extrêmement importante, pas d'inceste. Et on le retrouve dans toutes les voies. Déjà, si on se réfère, on va dire, à une vision traditionnelle, et notamment on le voit dans les textes des anciens, c'est lorsqu'on présente une personne, elle est rattachée à sa filiation. On va dire un tel fils d'un tel. Par exemple, on le retrouve également beaucoup dans la mythologie. Là, par exemple, c'est Oedipe, fils de Laios, qui lui-même est fils de Labdakos. Donc, cette notion de filiation, elle est très prégnante. Et on le retrouve aussi avec nos propres anciens. Quand on va au village, quand on nous présente, on va dire bah, c'est un tel fille d'un tel. Donc, on va toujours nous resituer par rapport à la filiation. Parce que la notion du sang, la sacralité du sang, elle est importante. Et j'expliquerai un petit peu pourquoi. Dans un second temps, en fait, dans ce mythe, qu'est-ce qu'on a comme histoire? En fait, on a l'histoire d'un couple qui va avoir un oracle, et cet oracle va leur prédire effectivement que s'ils ont un fils, bah, celui-ci tuera le père et couchera avec sa mère. Donc, bon, c'est pas un très très bon présage, hein, lorsque Laios il a donc son enfant, il va donc le confier pour qu'il soit abandonné. Et donc cet enfant sera donc abandonné sur le mont Cithéron. Je ne sais même pas s'il lui a donné l'ordre aussi de le tuer, mais bon, quoi qu'il en soit, il a été abandonné. Cet enfant, il est attaché par les pieds à un arbre. Il y a différentes versions à ce niveau-là, où d'autres diront qu'il a été cloué, etc. Mais en fait, généralement, c'est des petites choses qui peuvent aussi donner matière à réfléchir et à essayer d'y trouver un sens plus profond. Moi, je n'ai pas cette compétence, donc je vais rester vraiment sur le côté plus, on va dire, plus évident. Donc cet enfant, il a été par la suite récupéré par le roi de Corinthe. Et ce couple royal va donc éduquer cet enfant comme le leur. Il va leur donner le nom, il va être présenté comme tel, comme le fils. Et donc en fait, Oedipe, lorsqu'il grandit, il y a une rumeur en disant qu'il n'est pas le fils légitime. Là-dessus, ça va le mettre en doute. Il va essayer de savoir si cette rumeur se pose sur un fond de vérité ou pas. Et en fait, les parents et l'entourage vont le maintenir en fait dans l'ignorance. Et à un moment donné, il va donc voir un oracle qui va également lui dire la même prédiction, c'est qu'il va tuer son père et coucher avec sa mère, enfin se marier.
avec sa mère. Horrifié de ça et ne voulant pas ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir du royaume et de péripétie en péripétie, il va donc rencontrer un homme avec lequel il va se quereller et le tuer. Il y a également dans cette histoire le fait qu'il y ait un sphinx qui terrifie la ville. Lui arrive effectivement à trouver l'énigme et bon, les habitants, donc, pour le remercier, le fait roi. Donc il va donc épouser la reine. Les années passent et à un moment donné, il y a on va dire des malheurs qui s'abattent sur la ville. Et pour donc enrayer ces malheurs, on demande de retrouver le meurtrier de Laios. Oedipe se donne tous les moyens pour effectivement retrouver le coupable. Et de fil en aiguille, effectivement, il y a des indices, des choses qui commencent à lui donner quelques notions. Voilà, il se rapproche petit à petit de cette réalité qui est que le coupable, c'est lui. Et il apprend donc la vérité qu'il aurait tué son père et de ce fait s'être marié avec sa mère. Lorsqu'il apprend la nouvelle, Oedipe, il me semble qu'il ne fait pas la fête, il n'est pas heureux. Oedipe, il n'est pas là à se glorifier en disant « Regardez-moi, je suis le plus fort, j'ai tué mon père et même ma mère n'a pas résisté à mon charme. » Non, Oedipe perd totalement pied. Il va donc ensuite, il va se précipiter pour aller voir donc sa femme, qui est aussi sa mère, qui elle s'est pendue, enfin, ou s'est jetée. Et il va prendre une arme pour se crever les yeux. Enfin, cet instant, elle est quand même très chargée. La vérité est tellement violente et tellement horrible qu'il préfère se crever les yeux parce qu'il ne veut pas la voir, cette vérité. Voilà, enfin, voilà ce qu'on peut en tirer de ce mythe. En fait, il y a énormément de choses qu'on peut extraire. Mais non, Freud, pour lui, c'est l'inconscient. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment une histoire à décortiquer parce qu'il y a énormément de choses intéressantes. Bref, je vais pas on va dire, je vais pas m'étendre. Moi, je vais revenir à cette notion de filiation. Parce qu'elle est quand même remise en cause à l'heure actuelle. Hein. Donc la filiation, on a, donc comme je l'ai dit, hein, dans les traditions, on va toujours situer la personne dans sa lignée. Il y a l'interdit de l'inceste, qui est très clair. Ok. Parce que dans la filiation, dans ce lien de sang, il y a également, il n'y a pas uniquement que le lien génétique. D'accord? Il y a dans la génétique, on parle aussi d'épigénétique. L'épigénétique qui renvoie en plus, qui donne une notion, on va dire, plus matérielle de ce qui se passe dans le plan subtil, c'est-à-dire le mémoriel. Entre un enfant et son parent, il n'y a pas que le sang, il n'y a pas que ça qui les lie l'un à l'autre. Il y a aussi tout un plan subtil qui est derrière. Et comme on dit aussi, on peut parler de famille d'âme, c'est-à-dire des personnes pour lesquelles on a l'impression d'être sur la même longueur d'onde. Enfin voilà, il y a des personnes sur lesquelles on n'a aucune affinité. Et pour d'autres, effectivement, on a l'impression d'avoir son propre miroir, ses propres pensées. On va entendre des réflexions, on va dire, tiens, c'est marrant, j'ai eu la même réflexion. Voilà, bon, bref, tout ça, ça se place sur le plan subtil. Donc, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus complexe, en fait, hein, toute cette histoire. Bon. Maintenant, on va revenir à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quoi? On a ce lien de sang qui est de plus en plus effrité. On le voit, par exemple, dans les dons.
don de sperme, don d'ovules. Voilà, c'est devenu plus qu'un matériel qui n'a plus aucun sens ni rien. Voilà, donc on a par exemple des personnes qui vont donner leur sperme, ça va donner des enfants, 10, 15, 20, 30, 50, voilà, on n'en sait rien, on s'en fout. Ces enfants-là, lorsqu'ils grandissent, généralement, il y a toujours un moment où on veut connaître ses origines. Et il y a eu, enfin je suis tombée il y a des années de ça sur un reportage, c'était aux États-Unis, avec les débuts d'Internet, où des enfants, effectivement, dont le père était un donneur, avaient fait des annonces pour le retrouver. Et ça avait donné en fait une mouvance où il y avait des personnes, demi-frères et sœurs, liés par ce donneur, qui se sont retrouvés. Et ils étaient très étonnés en fait de voir en fait en l'autre les mimiques, de voir des passions communes qu'ils pouvaient partager. Pour certains d'entre eux, ils ont pu retrouver donc leur père. Et c'est pareil en fait, ils trouvaient ça magique, magnifique en fait d'avoir des réponses à des questions qui pouvaient se poser, de se dire bah voilà, est-ce que enfin voilà, est-ce que mes yeux viennent de mon père, est-ce que la couleur de mes cheveux, est-ce que c'est de ma mère ou est-ce que c'est de mon père, euh, d'avoir une passion qui se détache un petit peu de la famille et se demander peut-être qu'effectivement ça serait un lien avec ce géniteur. La question de l'enracinement, elle est quand même très importante hein, dans la vie d'une personne. Il y a souvent, à un moment donné, on se pose des questions pour effectivement compléter cette identité. Ça, c'est de nos jours totalement évacué. Hein. Non, maintenant, on va juste jouer sur le côté sentimental. Voilà, les hommes vont être les sauveurs du monde. Un beau matin, partir à une banque de sperme, donner leur patrimoine génétique parce qu'ils auront derrière un petit déjeuner gratuit. Et pensant faire une bonne action. Bref. Il y a aussi une autre histoire qui m'a beaucoup marquée, parce que je me pose la question, moi, sur le devenir de ces enfants. Et il y a notamment une autre histoire qui m'a marquée, c'est, je crois que c'était en Amérique du Sud, où en fait on avait un couple adulte qui, après avoir donné naissance à leur enfant, les deux ont été abandonnés bébés, et ils ont décidé donc de retrouver leur mère respective. Et en fait, il s'est avéré qu'ils avaient la même mère. Et ça a été annoncé devant des milliers de personnes hein, par le biais d'une émission de télé. En fait, ils sont passés par le biais d'une émission de télé pour retrouver donc leur mère respective. Enfin, franchement, j'imagine pas le choc qu'ils ont dû avoir en, en écoutant ça. Et on y retrouve aussi hein, le côté très malsain hein, de la télé, hein, dont le seul objectif c'est de faire de l'audimat. Bref. Et je vais également parler d'une anecdote. Euh, voilà, moi, dans mon métier, j'ai rencontré, donc, je suis infirmière, un patient. Un patient, j'étais à l'époque étudiante, hein, mais c'est une histoire qu'une collègue m'a racontée. Donc, en fait, ce patient, il avait une relation incestueuse avec sa fille. Et je vais vous expliquer le tour de passe-passe qu'ils se sont donnés pour pouvoir se réconforter dans leur situation. Donc en fait, le patient plus jeune, il a une relation d'une nuit avec une femme. Voilà, c'était une connaissance. Elle tombe enceinte. Lui n'étant pas prêt de devenir père, il mène sa vie de son côté. Elle, la femme, donc garde cet enfant. L'enfant grandit, arrive à un certain âge. Elle décide donc de retrouver son père. Donc cette fille, qui qui est elle-même devenue mère, donc décide de retrouver son père. Ils se retrouvent, ils se côtoient, il y a une très bonne entente, etc. Les choses font que, ils finissent par se mettre ensemble. Et là, en fait, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Pour, en fait, casser cette barrière, en fait, cet interdit d'inceste,
ils se sont tout simplement dit, bah, comme je t'ai pas éduqué en tant que père, je suis pas ton père. Donc ils ont nié le lien de sang, le lien génétique. Et en même temps lié tout ce que ça peut entrevoir derrière, tout le côté mémoriel, subtil. La fille, c'est de même, c'est la même chose de son côté. Tu m'as pas éduqué en tant que père, donc tu n'es pas mon père. Moi, il n'y a pas une fois, quand je repense cette histoire, où je pense pas à la petite. Quand elle grandira, elle se dira, ben, en fait, ma mère, c'est la fille de mon beau-père. Mon beau-père est à la fois mon grand-père. Et je me dis, avec ce type de configuration, si eux-mêmes, ils ont un enfant, bah, l'enfant se dira, bah, ma mère, c'est à la fois, c'est aussi ma sœur. Et mon père, et également mon grand-père. Non, mais franchement, c'est un devenir dingue, en fait. C'est très malsain. Et en fait, cet interdit d'inceste, elle n'est pas que morale, hein, parce qu'on va nous dire c'est que morale. Non, déjà, elle est morale, oui, mais ça va plus loin. Il y a énormément de choses qui se passent sur le plan, on va dire, euh, mémoriel, sur le plan subtil. C'est énorme. Et l'interdit d'inceste, c'est un des principes de l'ordre. Voilà. Je vais aussi juste peut-être finir avec une petite réflexion. Oui, donc ma réflexion, c'était quoi? C'était en fait, lorsqu'on est dans sa famille génétique, hein, sa famille biologique, euh, on prend conscience de soi, de son environnement et également du lien qui se rattache avec notre père, notre mère, frères et sœurs. La question de l'inceste ne se pose pas parce qu'elle se renvoie directement à notre intériorité. Comme les choses sont claires, les choses sont claires aussi en nous. Et ça renvoie au principe qui est engrammé chez nous. Lorsqu'un enfant est adopté, moi je me souviens d'une réflexion que j'ai m'étais faite plus jeune. Par exemple, en islam, lorsqu'un enfant est pris en charge, on ne lui donne pas son nom. Et je sais que quand j'étais plus jeune, je trouvais ça un peu dégueulasse. Je suis, bah non, s'il est adopté, il fait partie de la famille, lui donner son nom, ça serait quand même un beau cadeau, une reconnaissance du fait qu'il intègre la famille. En fait, non, parce que ça, c'est du sentimentalisme. L'idée de ne pas donner le nom de famille, mais qui conserve le sien, c'est pour pas le casser de sa filiation. Parce que le casser de sa filiation, ça peut donner l'éventualité et le risque d'aller à l'encontre de l'interdit de l'inceste. Voilà, donc on va revenir donc à Freud. Freud, qu'est-ce qu'il fait? Il va conceptualiser cette notion d'inconscient. D'inconscient dans lequel il peut tout nous mettre. Donc on est tous sadiques, masochiques, on aurait donc tous le complexe d'Oedipe, on serait cannibales, tous violents, on est des monstres, des monstres. Mais heureusement, la nature de l'homme fait que on arrive, on a cette capacité à sublimer. Ok. Freud, il évacue totalement la notion de Dieu. Il nous coupe de la science sacrée. Il pervertit la notion de l'âme, l'esprit et du corps. Et il nous engramme en permanence le côté satanique. Donc on évacue la lumière et on part d'une vision totalement ténébreuse. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce que ça fait ça? Ça salit l'image qu'on a de nous-mêmes en fait. Hein. Donc ils vont après se placer en tant que sauveurs pour nous équilibrer. Voilà ce que ça donne Freud. Et dedans, je peux même y mettre tout ce qui est du délire du genre. Hein. Voilà. Avec leur histoire de castration. Voilà. En fait, tout ça, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est l'idéologie de Freud hein, qui se matérialise, on va dire. Donc Freud, ça donne quoi? Ça donne Alfred Kinsey. Donc Freud pose la notion de la sexualité, fantasmée dès les premières années de la vie. Alfred Kinsey ira plus loin. Il dira qu'en fait, oui, non, c'est pas que des fantasmes. L'enfant, en fait, il est orgasmique.
Freud, ça donnera Édouard Bernays, qui est le neveu de Freud, avec Propaganda. Très intéressant à lire. Et Freud, ça donne aussi l'arrière-petit-fils, petit-neveu, excusez-moi. En fait, c'est un des co-créateurs de Netflix. Il suffit de regarder les programmes qu'on nous propose. Je dis pas que toutes les séries sont de la merde, mais quasiment toutes. Voilà. Donc, je vais finir cette vidéo pour revenir juste sur la tradition primordiale et son importance, notamment en ce cycle de l'humanité. Donc, je vais finir par la tradition primordiale. La tradition primordiale, on va dire que c'est les principes et les valeurs divines. Donc, on a plusieurs voies. Chaque voie a son exotérisme propre et on y retrouve en filigrane un ésotérisme commun. Chaque voie a son ésotérisme et sa manière de cheminer, et l'exotérisme est, on va dire, en forme différente. Et chaque voie doit rester séparée, dans le sens qu'il ne faut pas faire de ce qu'on appelle du syncrétisme. Tout mélanger serait le même résultat, c'est-à-dire de perdre l'essence que chaque tradition porte en elle. Même si c'est commun, on peut faire des analogies, mais pas les mélanger. C'est pas pareil. Je tiens à le stipuler parce qu'à l'heure actuelle, on veut nous faire une nouvelle religion mondiale. Hein. Donc, la tradition primordiale, moi, j'y vois la corde. Il est dit à la fin des temps, raccrochez-vous à la corde. Pour moi, c'est que ça. Parce que la vision traditionnelle nous permet de se sortir de tout type d'idéologie. On a par exemple le New Age. Le New Age, ça va reprendre des concepts de la tradition déformés en mode commercial. On a le spirit, on a de la théosophie, l'anthroposophie, on a la psychologie moderne. Dans la psychologie moderne, il n'y a pas tout à jeter. Hein. Ils ont fait beaucoup de progrès, il y a beaucoup d'avancées qui peuvent se mettre en lien facilement avec les sciences sacrées. Mais tout ce qui concerne Freud et peut-être pour aller plus loin, Jung, mais là je ne connais pas trop le personnage, Freud, ça a jeté. C'est tout à mettre à la poubelle. Tout. Les graines sont pourries, donc ça infiltre et ça donne beaucoup de confusion. On a toutes les idéologies type communisme, capitalisme, etc. Tout ça, en fait, tout ce qui n'est pas rattaché à la tradition, c'est voué à l'échec. Et en fait, ça donne aussi le fait de se détacher du divin, ça donne le luciférianisme. Le luciférianisme, c'est quoi? C'est de croire que on porte la lumière et qu'il n'y aurait rien au-dessus de nous. Et le luciférianisme, ça conduit à un moment donné au satanisme. C'est-à-dire que tous les principes divins qui permettent l'équilibre, en fait, vont être inversés. Voilà. On n'oublie pas que Satan, il est tombé à cause de son ego. C'est quand même un message qui est donné là-dedans. Donc, c'est un ego qui est coupé du soi, de son âme haute. Le satanisme, c'est être la lumière, se prendre pour Dieu. Voilà. Et puis, ça permet aussi de se détacher de toute forme d'idolâtrie. Voilà. Donc, voilà. Je pense avoir un peu résumé pas mal de choses. En tout cas, moi, je remercie toutes les personnes qui m'ont permis de cheminer et de comprendre tout ça. Voilà, voilà. Allez, très bonne journée à vous. Au revoir.